Bonjour, je suis Alain Croteau. Lorsqu'une personne disparaît, que ce soit en milieu urbain ou en forêt, de façon générale, l'appel est logé aux policiers de la Sûreté du Québec. Alors, ce qu'il y a comme mécanique, c'est qu'il y a un policier de la MRC où se trouve présumément la personne disparue qui se déplace, qui va rencontrer le plaignant ou la plaignante. L'objectif de cette rencontre-là vise à établir à qui on a affaire, donc établir le profil de la personne que l'on recherche. On a tendance à penser aux personnes qui sont disparues comme monsieur, madame, tout le monde, qui est parti ramasser des bleuets et qui ne revient pas. Alors ça, c'est le scénario rêvé, le scénario idéal pour les chercheurs, puisque ces gens-là font partie d'une catégorie qu'on considère mobile et communicatif. Ce qui veut dire que lorsqu'on va les appeler, ils vont répondre. Lorsqu'ils vont eux-mêmes trouver un chemin ou trouver une ligne électrique, ils vont, sans être sortis du pétrin, à tout le moins être dans une meilleure posture et ils vont faire tout en sorte pour nous aider à les retrouver. Cependant, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde qui disparaît. Il y a aussi des gens qui sont dépressifs. Il y a les gens qui souffrent de maladies. On pense souvent et on entend souvent parler de la maladie d'Alzheimer qui fait les manchettes souvent de ce temps-là. Alors ces gens-là, lorsqu'ils se retrouvent en détresse, peuvent avoir besoin de nos services et c'est essentiel pour nous de savoir à qui on a affaire, d'établir un bon profil pour avoir les techniques pour les rechercher qui sont appropriées. Alors, lorsqu'une plainte est logée au poste local, un premier patrouilleur se rend pour rencontrer le plaignant. Ces patrouilleurs-là sont, de façon générale, la MRC ou d'où la personne est disparue. Selon l'endroit présumé où se trouve l'individu disparu, il peut y avoir assistance de d'autres MRC ou des autres patrouilleurs du même poste. Les patrouilleurs reçoivent une formation qui s'appelle une formation en action initiale. Cette formation-là a pour but de les aider à orienter justement les premières actions, à savoir identifier adéquatement le profil de la personne qui est disparue et aussi de poser les premières bonnes actions sur le terrain. Donc, on s'attend à ce que ce soit les patrouilleurs de MRC qui posent les premières actions sur le terrain. L'autonomie, si on veut parler en termes d'autonomie, est d'environ 3 heures. Au-delà de 3 heures ou dans cette période-là, ça donne le temps à un gestionnaire qui est un gestionnaire de la même MRC, de lever la main et de dire, bon, ben où on en est dans le dossier, qu'est-ce qui se passe, et de s'assurer du bon traitement de la plainte. Ce gestionnaire-là va, en compagnie du premier intervenant, évaluer le dossier et voir si il y a besoin d'assistance de ressources spécialisées. Les ressources spécialisées sont situées à Québec ou à Montréal et on se sépare le Québec en deux, environ dans la région de Drummondville et de Trois-Rivières. Les ressources spécialisées, c'est là que sont regroupés les maîtres chiens, c'est là que se trouve l'hélicoptère avec les observateurs aériens, c'est là qu'on retrouve d'autres VTT, d'autres motoneigistes. Je dis d'autres, c'est qu'il y en a déjà sur les MRC, mais on peut en avoir en surplus avec les services spécialisés. C'est là aussi que se trouvent les services d'urgence. Les services d'urgence, c'est pour Québec 40 hommes et femmes formés en recherche terrestre, c'est-à-dire formés sur le terrain, sur la façon de procéder sur le terrain. C'est là qu'on retrouve des techniciens en recherche. Ce sont du personnel hautement spécialisé dans la recherche terrestre et qui peuvent aider à encadrer le travail des gens sur le terrain. C'est un peu, en quelque sorte, les chefs d'orchestre de la recherche. Alors, les services d'urgence, lorsqu'on se déplace, de façon générale, ça attire l'attention parce qu'on se déplace avec beaucoup de véhicules. On a le camion d'équipement, souvent on est accompagné par l'hélicoptère, souvent il y a le camion du maître-chien, il y a la série de véhicules. On arrive en ce qu'on appelle en convoi, donc il arrive 7-8 véhicules de police, tous un à la queue leu-leu. Donc, ça attire l'attention beaucoup. La première chose qu'on fait en arrivant, c'est qu'on installe un poste de commandement.
façon générale, on espère que les policiers de la MRC ont eu le temps de le faire, mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont très occupés et peu de ressources pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, s'il n'y a pas eu de poste de commandement d'installer, on en installe un. Un poste de commandement, c'est le centre névralgique de la recherche. C'est là que va se retrouver le responsable de la MRC, celui qui est propriétaire du dossier, si on veut. Après ça, c'est là que se retrouve aussi le chef de PC, c'est-à-dire le responsable de la recherche, le patron au niveau des services d'urgence. Après ça, il y a le technicien en recherche ou, si c'est une recherche d'ampleur, le coordonnateur de recherche, qui, lui, est le conseiller direct aux deux premiers intervenants. Après ça, il y a l'enquêteur qui doit travailler en collaboration avec et le technicien et le chef de PC. Puis, après ça, on va avoir un registraire. L'hélico, c'est un outil fantastique en recherche et il sert à transporter les troupes, mais il sert aussi à retrouver des gens qui sont communicatifs. Vous savez, si un hélicoptère vole au-dessus de vous et que vous ne voulez pas vous faire retrouver, ça va être facile de se cacher. Donc, ce ne sera pas le meilleur outil pour une personne qui serait dépressive, par exemple. Mais un outil extraordinaire pour un randonneur, pour un cueilleur, pour un chasseur, un pêcheur. Après ça, les VTT, ça prend des sentiers à patrouiller. S'il y a juste un sentier puis qui est accessible en véhicule, on n'a pas besoin de VTT à ce moment-là. Pour ce qui est des citoyens qui désireraient aider lors de recherche, vous remarquerez que très rarement on fait appel aux citoyens pour avoir de l'aide. C'est que l'encadrement des citoyens qui ne sont pas expérimentés en recherche, et là je ne parle pas d'expérimenter à la chasse ou expérimenter en randonnée pédestre, je parle d'expérimenter en recherche terrestre, fait en sorte qu'on doit séparer des équipes expérimentées pour encadrer le travail des gens non expérimentés. Et ça n'a pas toujours les effets escomptés. Alors, ceux qui sont présents parce qu'ils sont des membres de la famille, des amis, on va les utiliser, mais très rarement, on va faire des appels à tous. Par contre, il y a des groupes pour les gens qui seraient intéressés de s'impliquer, des groupes de bénévoles structurés qui, eux, sont encadrés par la sécurité civile, qu'on utilise régulièrement. Ces groupes-là s'entraînent régulièrement, ils sont formés sur les mêmes critères, ou en tout cas, à peu de choses près, sur les mêmes critères que nous. Et ils viennent en appui régulièrement lors de nos recherches. Alors ça, ce sont les bénévoles structurés. La façon pour les joindre, c'est via l'AQBRS, donc l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. C'est la façon pour les bénévoles, pour les membres de la communauté qui désirent nous appuyer lors de recherche, de le faire. Alors, comme coordonnateur de recherche, je vous ai expliqué que mon rôle était de conseiller les responsables de la recherche. Je suis un peu le chef d'orchestre des différents outils de mon coffre d'outils. Parmi ces outils-là, je vous ai parlé de l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, c'est une ressource qui, bien entendu, peut travailler de nuit, peut travailler de jour. Comme coordonnateur ou comme technicien de recherche, on a à faire le poids entre l'utilisation de nuit ou l'utilisation de jour. Si on a affaire à une personne qui est communicative et qu'on apprend par l'enquête des premiers intervenants, des patrouilleurs, que la personne disparue est en possession d'une petite lampe de poche, aussi simple soit-elle, ça, comme information, pourrait justifier à elle seule l'utilisation de l'hélicoptère pendant la nuit. Cependant, il faut savoir que si on utilise l'hélicoptère de nuit, l'équipage qui a travaillé de nuit ne peut pas travailler 24 heures par jour. Alors, il faut prévoir dans notre temps la gestion du repos. C'est la même chose pour le maître-chien. Le maître-chien est une ressource précieuse. Le chien a le nez assez fin pour détecter juste par le bris de végétation la direction de déplacement. C'est très, très, très impressionnant lorsqu'on travaille avec les maîtres chiens de les voir aller. Alors pour la transmission de l'information, les gens peuvent avoir la perception qu'on ne donne pas toute l'information en matière de recherche.
Il faut bien faire la distinction entre les disparitions qui sont de nature criminelle versus les disparitions qui sont de nature non criminelle. Les disparitions de nature criminelle impliquent impliquent presque à 100% les enquêtes. Et le but dans une disparition criminelle est de retrouver le criminel. Donc, les démarches vont être tout à fait différentes d'une disparition non criminelle où l'objectif est de retrouver la personne disparue. Je ne m'étirerai pas beaucoup sur le volet des disparitions criminelles parce que ce n'est pas mon domaine, mais il y a une chose dont je peux parler, c'est que lorsqu'on transmet l'information en matière de disparition criminelle, on doit garder des éléments au niveau de l'enquête pour ne pas avoir à enquêter chacune des pistes qui rentrent. Donc, ce sont ce qu'on appelle, nous, des éléments secrets qui nous permettent de discriminer parmi les tonnes d'informations qui rentrent au poste de commandement. Alors que du côté non criminel, les informations sont aussi enquêtées. Nous aussi, on va se garder des fois des questions secrètes, sauf qu'on n'a pas la préoccupation de porter des accusations en fin de ligne, comme aboutissement. Donc, l'information qui rentre, on n'a pas de cachette à faire sur nos techniques, on n'a pas de cachette non plus à faire sur l'équipement utilisé, sur le personnel déployé. Ça, c'est du domaine public. Et c'est pour ça qu'on se permet de recevoir les journalistes dans notre poste de commandement, parce qu'on n'a vraiment rien à cacher. Donc, je vous ai parlé des cas où les disparitions surviennent en bordure de l'eau. Il y a une relation très importante entre la proximité du dernier point connu et la distance de l'eau et la probabilité que l'individu recherché soit à l'eau. Alors, l'exemple de ça, c'est on trouve les lunettes sur le bout du quai, fort probablement que la personne est à l'eau juste au bout du quai. Mais on trouve la voiture à 100 mètres de l'eau, ben là, la valeur diminue un peu. Lorsqu'on a éliminé les probabilités que la personne soit sur la terre ferme, il nous reste à faire le travail de plongée sous-marine. Les plongeurs qui travaillent, qui sont répartis au service d'urgence, encore présentement de l'Est et de l'Ouest, sont alors appelés en renfort pour venir nous assister. Les plongeurs procèdent de la même façon que l'on procède sur la terre ferme, à savoir, ils évaluent l'environnement, donc où serait le point d'entrée possible à l'eau, la mouvance de l'eau, le fond, et à l'aide de différents objets, dont un sonar, entre autres, et par des plongées directement, ils vont ratisser le lac d'une façon très systématique et ils vont faire des recherches comme ça dans le but de retrouver l'être disparu, la personne disparue. Leurs recherches ne sont pas toujours positives, mais lorsqu'on arrive à une conclusion où on n'est pas en mesure de retrouver la personne disparue, soit en raison des glaces, soit en raison d'un fort courant ou d'autres difficultés, mais à ce moment-là, on doit attendre que le corps subisse assez de changements pour remonter en surface. Et nos recherches au niveau des services d'urgence à ce moment-là vont reprendre sur les rives, soit à l'aide de l'hélicoptère ou au sol, afin de compléter le travail, de retrouver l'individu manquant. Au Québec, on parle d'environ 1800 appels de personnes disparues, de détresse par année. Si vous faites le calcul vite fait, ça fait de 5 à 6 par jour. Il y en a beaucoup. Mais sur ces 1800-là, il y en a un bon 1650, 1700 qui sont résolus par les patrouilleurs des MRC, ceux que vous voyez à tous les jours. Les 150 qui restent sont ceux que nous traitons au service d'urgence. Ce sont ceux qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire, c'est souvent les gens qui sont avec un profil non mobile ou non communicatif. Donc, ceux qui nécessitent plus de personnel.
cessation des recherches, c'est ce qu'on souhaite, survient lorsqu'on retrouve l'individu. Alors, il y a toujours, la première question qu'on entend sur les ondes, c'est dans quel état est l'individu qu'on vient de retrouver. À l'occasion, on a besoin d'avoir une évacuation médicale, donc on a besoin de coordonner aussi l'évacuation avec l'ambulance, un point de rencontre, ainsi de suite. Il faut coordonner l'information avec la famille. On ne veut pas que ce soit les médias qui l'apprennent en premier, on veut que ce soit la famille qui apprenne qu'on a retrouvé leurs proches en premier. Donc, il y a cette gestion-là qui vient s'ajouter. Quand on pense qu'on a terminé, ça fait juste commencer. Mais il y a parfois des situations où on ne retrouve pas les individus que l'on cherche. Alors, ce qui fait qu'une recherche est suspendue, ce n'est pas le temps, c'est en fait simplement le manque d'informations. C'est qu'en fait, on a l'impression de se retrouver dans un cul-de-sac à un certain moment donné. On a épuisé toutes les pistes et on en arrive à se repositionner sur le profil. Mais il y a assez souvent la famille, les plaignants, la famille du disparu qui ne veut pas modifier le profil. Ils ne sont pas prêts à accepter que leurs proches puissent avoir un profil différent de randonneurs ou de chasseurs ou de cueilleurs. Ils ne sont pas prêts à accepter que leurs proches puissent être dépressifs ou que leurs proches puissent souffrir d'Alzheimer, des trucs comme ça. Alors, dans ces situations-là, lorsqu'il n'y a vraiment aucun autre profil qui se dessine, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va suspendre la mission et on va demander à l'enquêteur de poursuivre sur différentes avenues, à savoir essayer d'éclaircir auprès de la famille, auprès d'amis, auprès de collègues de travail, si l'individu ne pourrait pas, par exemple, être sous un autre profil. On va aussi poursuivre les enquêtes au niveau des dépenses. On a parfois affaire à des fugueurs, même adultes. Donc, ça aussi, on doit enquêter ça. Donc, en bref, la suspension de la mission survient lorsque les territoires qui ont été dessinés, des territoires à fouiller, dessinés ont été fouillés en fonction du profil qui avait été établi. Si le profil change, à ce moment-là, on va changer les territoires, mais si le profil ne change pas, on suspend la mission jusqu'à ce que de nouveaux éléments surviennent. Et bien entendu, la famille fait partie de la décision. La famille est informée et c'est une tâche qui est très difficile. Parfois, on va faire des recherches pour éliminer la côte, la terre ferme, mais tout ce qui nous reste à éliminer, c'est l'eau. Alors, ce qu'on dit à la famille dans ce temps-là, c'est qu'on n'a pas retrouvé l'individu sur la terre ferme, donc il nous reste à éliminer l'eau. Et vous savez comme moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'individu est noyé. Donc, c'est très difficile pour les familles éplorées parce que ce qu'on est en train de leur dire, c'est que leur proche, leur être aimé est décédé, mais qu'on n'est pas encore en mesure de leur remettre le corps. Alors ça, c'est une situation qui n'est pas facile à vivre pour les gens qui sont endeuillés, mais pas facile non plus comme gestionnaire de recherche. On parle de la Sûreté du Québec et on peut être sous l'impression que les policiers à la Sûreté du Québec sont pas mieux, mais pas pire qu'ailleurs. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'à la Sûreté du Québec, on a l'orgueil, on peut être fier de dire qu'on fait partie des 5 meilleures organisations mondiales en recherche terrestre. Et ça, c'est pas un policier de la Sûreté du Québec qui l'a dit, qui l'a décrété. Je suis fier de le répéter, mais c'est pas moi qui l'a décrété. Récemment, il y a eu une demande auprès d'un spécialiste qui, lui, voyage à travers le monde pour écrire des livres et toutes sortes de choses comme ça. Et puis, on voulait avoir de l'information et c'est ce spécialiste-là qui a référé les gens aux spécialistes à la Sûreté du Québec parce que, selon ses dires, la Sûreté était parmi les 5 meilleurs au monde. Alors, j'ai vérifié l'information et puis il disait oui, effectivement, il y a très peu d'organisations qui peuvent
compétitionner avec vous. Donc, moi, j'en suis très fier, mais je pense qu'on peut l'être. Ça, c'est grâce au travail acharné de toutes les strates impliquées en matière de recherche. Donc, le patrouilleur qui se présente, qui pose les bonnes questions, qui pose des premières bonnes actions initiales et qui résout, mon Dieu, 90% des dossiers. Là, le 1600 des 1800, c'est un bon pourcentage. Après ça, le gestionnaire qui encadre ça localement et qui poursuit ses actions. Les spécialistes qui s'entraînent et qui poursuivent en continu leurs entraînements. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a, et j'allais oublier, les bénévoles structurés qui nous appuient. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est ce qu'on est au Québec. Et alors, c'est une pas pire place pour se perdre, le Québec. Mais, bref, on est bien encadré, on est bien servi à ce plan-là. J'aimerais profiter de ce dernier moment pour vous remercier de votre attention et puis vous inviter à venir nous rendre visite si vous nous voyez en recherche. On va se faire le plaisir de vous recevoir, vous expliquer un peu ce qui se passe live, tout en sachant maintenant que vous comprenez qu'on ne pourra pas vous accorder une journée. Je vous remercie. Au revoir.